Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Vanessa, bienvenue dans le podcast. Et coucou, salut. On va expliquer aux auditeurs qu'on se connaît depuis très longtemps. Oui, très 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 longtemps. C'est-à-dire qu'on était à l'école maternelle ensemble, puis à l'école primaire, puis au collège, puis au lycée. Jamais dans les mêmes classes et les mêmes niveaux, mais on s'est littéralement vu grandir. Et c'est exactement ça. Et on s'est perdu de vue, mais pas tant que ça finalement. On s'est suivi toujours depuis le début sur les réseaux, donc c'est assez drôle. Exactement. Ouais, c'était les petits messages 1 ou 2 fois par an en réaction aux stories, mais qui font qu'on perd pas complètement le lien. Ouais, c'est très chou. Donc je suis trop contente de te recevoir dans le podcast. Moi, j'adore recevoir des gens que je connais depuis longtemps et en plus, d'autant plus à qui j'ai pas tellement eu l'occasion de parler alors que je les ai dans ma vie depuis plus de 25 ans. Oui, non, je suis totalement d'accord, c'est trop bien. Donc trop chouette. Un peu moins de 25 ans, j'abuse quand même. Oui, un peu moins parce que j'ai 25 ans. Ouais, Donc, j'ai fait le calcul comme ça, mais je me disais quand même, on n'est pas arrivé à la maternelle à 2 mois, donc non, on va mais du dire coup, on doit 22 être ans. ouais, on est sur du 22, ouais. C'est pas mal, hein, Voilà. purée. C'est ouf, hein. Incroyable. Mm. Du coup, je vais te laisser te présenter, toi et ton parcours, alors créatif du coup et professionnel, tu mêles les 2. C'est ça, c'est un très long parcours, vraiment, vallonné. Ça a fait, un peu, des montagnes russes, mais je suis aujourd'hui là où j'en suis et j'en suis trop fière. Donc voilà, moi je m'appelle Vanessa, j'ai 25 ans et à la base, je suis maîtresse d'école. J'ai eu le concours, en 2023 pour être professeure des écoles et j'ai fait 3 ans, enfin 2 ans dedans. J'ai fait une année de stage en plus, mais et après, la vie a fait que j'ai démissionné pour ouvrir mon propre lieu, pour devenir auto-entrepreneuse. C'est un peu différent, je suis pas sous ce statut-là, mais en tout cas, je travaille pour moi-même. Et j'ai ouvert un café créatif dans Gap, qui s'appelle les Halles Créatives. Et voilà, le parcours global où j'en suis aujourd'hui. Et qui a du coup ouvert très récemment. Pour le coup, ça fait quelques Oui, mois, ça a ouvert fin septembre fin septembre 2025. 2025, ouais. Donc c'est ton bébé. C'est vraiment mon bébé, j'y passe littéralement ma vie. Je n'ai pas de vie personnelle, mais ce n'est pas grave. C'est pour le meilleur, je suis trop heureuse. Et puis je pense que ça, petit à petit, tu vas le stabiliser, mais pour l'instant, tu as des employés ou tu es vraiment toute seule? Toute seule. Donc Toute enfin, seule, mais accompagnée, j'en parlerai, mais toute seule du coup tous les jours, là où je suis au travail. donc forcément, ça demande une implication qui est, tu pas le droit d'être malade, quoi. Exact. Et je ne le suis pas parce que je pense qu'on est souvent malade quand on va pas très bien et que quand on est focus dans quelque chose, on le tombe beaucoup moins malade. Je l'ai Ouais. remarqué. Beaucoup moins, c'est certain. Je pense que bon, un virus, Oui, il y a des virus quoi. Tout à fait, on il n'a y a pas des vraiment le virus. choix. Mais les Mais bon. maladies de fatigue, c'est clair que l'hiver, ça nous met beaucoup KO, Mmh, juste parce qu'on n'a pas assez dormi. c'est souvent ça. Trop cool. Bah, du coup, j'ai trop envie que tu m'expliques, justement alors ça va être des questions un peu doubles puisqu'à la fois, tu as la casquette de maîtresse d'école et la casquette d'entrepreneuse, mais dans quel univers tu as grandi? Est-ce que justement tu avais des parents qui étaient, soit dans l'enseignement, soit entrepreneurs? Ou est-ce que ça t'est venu, à toi toute seule? Quel était ton univers Hem, et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? alors, vraiment pas. Je viens pas du tout du milieu ni du fonctionnariat, ni de l'auto-entrepreneur. J'ai vraiment des parents qui ont eu un travail classique, d'employé quelque part. Sans doute que c'est lié, hein, forcément, de voir aussi, d'avoir les discours des parents aussi parfois qui en ont un peu marre au travail, d'avoir le patron et tout, donc j'imagine qu'il y a un peu de ça. Aussi la stabilité de l'emploi du fonctionnariat et ça a pu attirer, mais moi, à la toute base, je ne voulais absolument pas être maîtresse. Quand j'étais petite, je l'ai toujours dit, j'ai dit: «Mais jamais je voudrais être maîtresse», parce que j'ai toujours été scolaire, mais enfin, j'ai eu des facilités, je pense, dans ma scolarité, mais j'ai jamais eu
cette folie du travail, de vraiment d'être à l'école. Enfin, il y a plein d'élèves qui sont comme ça et ça se comprend parce que c'est dur d'apprécier vraiment le travail scolaire. Mais je me suis toujours dit, mais non, mais quelle horreur ce métier et tout. Et au final, non, pas du tout. Mais pour plusieurs raisons, c'est que je savais pas exactement ce que je voulais faire. Ça a mis du temps pour que je sache ce que je veux faire. Il y a eu une période où j'ai voulu être plutôt opticienne, une période où je voulais plutôt être designeuse, architecte d'intérieur beaucoup. Je suis très décoration dans ma vie aussi, donc je pense que j'avais un peu voulu partir là-dessus. Et au final, en fait, la vie fait que j'ai pas spécialement pu me payer des études à loin pour avoir un logement. Je n'ai pas pu non plus faire d'études payantes. Et souvent, les écoles d'architecture, les endroits un peu comme ça, il y en a pas trop dans le sud parce que à la base, je viens de Digne-les-Bains, du coup, comme toi. Oui. Et voilà, à ce moment-là, je ne savais pas exactement où aller et la seule possibilité, c'était de faire une fac, en fait. Hein. Les facs qui sont gratuites et qui permettent d'ouvrir beaucoup de portes, de faire des études assez longues, mais sans avoir besoin de financer quoi que ce soit. Donc, je suis partie là-dessus et je suis allée à la fac d'Aix-en-Provence, à la fac de lettres. Et j'ai fait un parcours, ils ont fait à mon époque, quand j'y étais, ils ont fait des parcours avec plusieurs disciplines pour pouvoir choisir. Et à ce moment-là, j'y suis allée plutôt pour faire de la sociologie. Parce que j'aime beaucoup les comportements humains, je suis très basée là-dessus. J'ai fait sociaux, j'ai fait bac ES, donc forcément, j'ai bien aimé cette partie-là, plus qu'économique. Et au final, dans ce parcours-là à la fac, il y avait sciences de l'éducation. Et j'ai découvert à ce moment-là plein de gens qui voulaient être enseignants, parce que dans sciences de l'éducation, c'est que des personnes qui voulaient être professeurs des écoles. Et au final, il fallait trouver des stages, etc. Et ça m'a plutôt plu, même l'étude donc la fac. Le but de la fac pour faire sciences de l'éducation, c'est aussi de voir les mouvements littéraires qui sont occupés de ça, de voir un peu les grandes figures de l'éducation, voilà, les théories de l'éducation, tout ça. Et c'était assez intéressant. Ça m'a beaucoup plu et je me suis dit, j'ai envie et je sentais que j'avais cette fibre-là aussi, de me dire j'ai envie de transmettre quelque chose, tu te sens utile, tu peux tu vois, tu peux suivre un enfant dans son parcours et tu peux mettre tu sais, une petite pièce à l'échiquier comme ça et de te dire je l'aurais marqué peut-être d'une manière ou d'une autre. Et en faisant plusieurs stages, c'est là où j'ai rencontré des personnes fabuleuses, des enseignants exceptionnels, mais avec toujours cette petite voix, c'est un peu des discours c'est pas non plus le métier le plus facile et il y a des choses, voilà, on sait que les enseignants, il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup de problèmes aussi, de manifestations, de combats en fait au quotidien chez les enseignants. Mais quand on est en études, on les laisse un peu de côté parce que en même temps, on est dans l'étude, qu'est-ce qu'on fait quoi? Donc à ce moment-là, j'ai foncé tête d'essai, j'y suis allée, j'ai fait le master MEF. Donc il y a le master MEF qui était à Digne, donc j'ai pu retourner aussi chez moi. Et à ce moment-là, donc j'ai fait de nouveaux stages, là où on a un peu plus de responsabilités. J'ai eu des maîtres de stage, des enseignants, mais exceptionnels. C'est vraiment dans les petits villages du 04. Il faut imaginer le truc, c'est que il y a des enseignants dans les grandes villes et il y a les enseignants dans les petits villages qui ont des classes, des petites classes. Alors parfois elles sont un peu nombreuses. Il y a des difficultés aussi, mais ils sont à côté de la nature. Ils peuvent aller faire classe dehors, ils peuvent aller courir, ils ont des projets de fou. Les parents sont trop sympas parce que c'est le petit village où tout le monde se connaît. Et là, tu te dis, ok, c'est ce que je veux faire. Je veux être là, quoi. Ça met du temps, mais je veux être là, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le concours. Donc, j'ai passé le concours, j'ai eu le concours. Mais l'enseignement, malheureusement, on ne peut pas être là où on veut avec la classe qu'on veut dès le départ. Et ça, on le sait, hein, dès le départ, hein, on le dit. Et en fait, on est envoyé souvent dans les endroits où il y a besoin du moins de points possible parce qu'on démarre avec 0 point. Et pour t'affecter au départ, ils t'envoient, en gros, selon ton classement,
il y a 360 postes. Selon ton classement, tu es envoyé plus ou moins dans le département que tu voulais dans ton académie. Donc moi, j'ai passé dans l'académie Aix-Marseille. J'ai mis en premier 04, deuxième 05, ensuite 84 et 13. Et le problème, c'est que sur les 360 postes, il y en avait 15 dans le 04, 15 dans le 05 et tout le reste, alors une centaine dans le 84 et 200 et quelques dans le 13. Donc, comment dire que la probabilité de tomber là où on voulait était un peu compliquée. Ouais, puis il Donc, faut dire que quand on grandit à Digne, le 13, pour nous, c'est de suite les très grandes villes avec beaucoup de bruit. C'est ça. Et puis, c'est pas le même rythme du tout. Vraiment, moi, la montagne, c'est ma vie. J'avoue, c'est un cadre de vie qui, pour moi, vaut tout l'or du monde. C'est exceptionnel. Et le problème, c'est que dans le 13, il y a plein d'endroits géniaux. Mais à l'intérieur du 13, les points que tu as de départ ne te permettent pas d'aller dans ces endroits super. Tu es obligé d'être envoyé à Marseille. Donc, c'est pas que j'ai un problème contre Marseille, et loin de là, c'est une ville qui a une richesse monstrueuse et dans laquelle j'ai pu faire plein de choses. Hein. Mais j'ai été envoyée là-bas et c'est pas mon environnement, c'est pas ma vie, et ça a été très compliqué. Donc j'ai fait première année à Istres, parce que pour quelle raison je ne sais pas, je ne l'ai jamais demandé, mais j'ai fait première année à Istres, qui est une ville, ma foi, sympa. Enfin, c'est une bonne transition, on va dire. C'est une ville plus petite, j'ai pu m'habituer, mais l'environnement à côté de l'étang de Berre, de Port-Saint-Louis-du-Rhône et tout, avec beaucoup d'usines, beaucoup de pollution, etc. J'étais pas très très fan. J'étais très loin de Digne et très loin de Marseille, en fait, finalement. Et au final, j'ai fait en fait cette année à Istres, et l'année d'après, c'est là où on m'a fait ma vraie affectation une fois que j'ai été titularisée, parce que la première année, on est enseignant stagiaire et on est titularisé à la fin de l'année. Et à la titularisation, c'est là qu'on envoie à la vraie affectation, Marseille. Donc en fait, tout ce que tu ne voulais pas. C'est ça, c'est ce que tous les gens du 04 et du 05 fuient. Mais j'ai eu des collègues qui ont eu Marseille et dans le 13 et qui ont refusé le concours et qui ont préféré le repasser l'année d'après pour essayer d'être mieux classé et d'avoir le département. Parce que le problème, c'est que quand on a un département, on est coincé dans le département tant qu'on n'a pas assez de points, et il en faut énormément pour pouvoir bouger. Il faut une vingtaine d'années en fait pour pouvoir bouger, si on n'a pas de rapprochement de conjoint, si on n'a pas d'enfant, si on n'a pas de handicap aussi, ça donne beaucoup de points. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est impossible de bouger avant très longtemps. Et c'est vrai que je fais une petite parenthèse, mais c'est tellement éloigné du monde du travail tel qu'on le voit aujourd'hui dans le privé, qui est les salariés bougent, je crois que la moyenne, c'est tous les 3 ans d'entreprise. Il y a des énormes problèmes de rétention de talents dans les entreprises, justement. Et là, tu me parles de quelque chose où pour bouger de ville ou de département, il te faut 20 ans. C'est vrai que t'as l'impression que c'est deux mondes qui cohabitent, en fait. C'est quand même assez fou. En plus, au milieu de l'administration, il y a souvent des petits problèmes. Il y en a qui se retrouvent dans le 04 alors qu'ils voulaient absolument être dans le 13, alors qu'il n'y a pas de poste dans le 04 globalement, et il y en a énormément dans le 13. Donc, il y a plein d'incohérences, mais c'est normal, ce sont des ordinateurs qui nous placent, c'est des algorithmes, donc forcément, c'est pas tout le temps très très correct. J'imagine qu'ils font comme ils peuvent parce qu'on est énormément, hein, c'est très compliqué, mais voilà, c'était très compliqué, et c'est surtout que je savais qu'il fallait que je commence à construire ma vie là-bas, parce que quand on sait qu'on est coincé pour très longtemps, eh bien, on reste. Et c'est là où la difficulté, c'est que au moment d'avoir eu mon concours, je me suis mise avec mon copain actuel, qui lui est professeur d'EPS. Donc lui, c'est national, obligé d'être envoyé sur Paris. Et donc le rapprochement de conjoints marche pour que lui me rejoigne plutôt que moi j'y aille, parce que j'avais pas envie d'aller à Paris. Sauf que lui n'avait pas spécialement envie d'aller à Marseille non plus. Et une fois qu'on est coincés tous les deux dans la même ville, on peut plus bouger. Wow. Ouais, quand je discute avec les gens qui sont dans le privé, tout le monde me dit mais c'est quoi cette histoire? On ne sait pas, mais c'est quand même fou. Ouais, puis c'est vrai que là, on parle d'une situation qui du coup n'a pas d'issue. Il n'y a aucune situation où à la fin ça marche, quoi.
C'est surtout qu'on cumule des points. Enfin, il y a des façons de cumuler des points entre être dans une école REP, donc réseau d'éducation prioritaire, pendant plusieurs années donne un peu plus de points, etc. Mais la quantité qu'il faut pour changer de département, qu'ils acceptent de te faire partir et que l'endroit où tu veux aller accepte que tu rentres, enfin, c'est impressionnant. Et si, par exemple, vous voulez tous les deux, enfin, vous vous mettez d'accord pour dire on va tous les deux dans un endroit, je sais pas, un village complètement perdu, dans un département complètement perdu où personne veut aller. Est-ce que là, ça peut marcher ou c'est pas un rapprochement de conjoints, ça marche pas? Ah bah non, si on est tous les deux au même endroit, ça fonctionne pas. Et c'est surtout que quand on fait un rapprochement de conjoint, on met l'adresse de enfin, le travail de la personne en question, et du coup, il se base là-dessus. Et alors, tout ce qui va rapprocher, par exemple, de Paris à Marseille, on va avoir, par exemple, je sais pas, au milieu, on a Lyon. Mmh. Il aurait pu demander Lyon tant que ça rapproche, tu vois. Sauf que dans tous les cas, ça fonctionne pas. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de départements en France qui sont bouchés, mais de chez bouchés. Le département le plus bouché, c'est la Bretagne. Enfin, c'est tout ce qui est Normandie-Bretagne, enfin, vers là-bas, là, c'est C'est impossible. toutes les régions là-haut, c'est impossible. C'est Des fou, hein. endroits comme la Corse, c'est pareil. Enfin, il y a des endroits comme ça. Et Aix-Marseille, c'est un peu moins bouché que certains endroits, mais quand même. Parce qu'on est en côte, quoi. Enfin, c'est quand même la côte, c'est comme Nice, c'est l'Académie de Nice, c'est pareil. Et oui, c'est sûr, c'est des endroits où tu as envie de vivre quand même si, en l'occurrence, toi non. Voilà, c'est ça. En fait, ça dépend de là où on a envie de vivre. C'est Mmh. juste une question de point de vue. Il y en a plein, moi, de tous mes copains marseillais, il y en a aucun qui aimerait venir dans le 0,5. Ce serait la pire chose au monde. Eh oui, donc Ouais, ouais, mais en l'occurrence, voilà, toi, bah, tu te retrouves, dans ce stress où tu pas bien, où tu n'as pas de solution pour rejoindre ton copain et où, bah, tu étais un peu bloqué pour 20 ans dans une vie où dont tu pas envie, quoi. c'est ça. Donc il y a eu ça. Ça, c'est un des points principaux. Mais par contre, il y a tout le reste de l'enseignement qui rajoute beaucoup de difficultés et de fatigue qui est très mentale, plus que physique, alors que c'est un métier aussi physique, qui font que j'ai pas eu du tout de chance sur mon début de carrière sur les postes que j'ai eus et qui font que j'ai fait mini burn-out, on va dire. À mon âge, moi, dans ma personnalité, pour que je fasse un burn-out ou que je ne vois pas d'issue, c'est très rare. Et là, c'était fou. Mais c'est vrai que sans te connaître personnellement, je sais que j'ai toujours l'image de toi rayonnante dans la cour de récré. Enfin, c'est vrai que tu pas quelqu'un que j'ai déjà vu faire la gueule, quoi. Donc si toi, tu as fait un burn-out et tu pas vu Et le positif ben, dans une situation, c'est que tu étais vraiment pas bien, quoi. mais c'est exactement ça. Généralement, les personnes m'associent à un soleil. Et ça fait du coup depuis 2 ans où j'avais perdu ce sourire. Et ma famille s'est beaucoup inquiétée, mes proches amicaux se sont beaucoup inquiétés aussi et ont remarqué que c'était pas possible. Et même encore, j'ai des séquelles, hein, enfin, j'ai plus de moments un peu plus sombres où j'ai besoin de ma solitude, où j'ai besoin de ça, et c'est compliqué pour moi. De me voir comme ça a été très compliqué. Et c'est là où moi, je peux pas supporter de me voir comme ça. Impossible. Donc il fallait que je prenne une décision. Mais c'est vrai que, voilà, par rapport à l'enseignement, par rapport à tout ça, il faut aussi comprendre que le métier d'enseignant, c'est un métier très difficile et où on n'a pas le choix, où on ne nous laisse pas le choix, où on est obligé souvent de pleurer au téléphone pour obtenir quelque chose, parce qu'ils ne comprennent pas, ou alors parce qu'ils ne veulent pas comprendre, parce que ça crée des difficultés. Et moi, dans mes plaintes que j'ai pu faire à l'administration, enfin aux inspections, etc., le discours qui revenait souvent, c'est si on le fait pour vous, c'est foutu pour nous. C'est qu'en fait, si on fait pour une personne, on va en avoir 15 qui vont nous tomber dessus parce que le métier, il y a beaucoup de démissions et parce que s'ils accordent une chose spéciale à quelqu'un, forcément, tout tombe dessus, les syndicats, tout quoi. Ah ouais, donc encore une fois, t'es un peu bloqué quand même. C'est ça. Et ce qui s'est passé, donc, pour expliquer mon parcours, c'est que quand on nous forme au master, qui n'est pas une formation
très complète, c'est particulier. Le master MEF, professeur des écoles, on n'est pas assez dans le concret. C'est un peu beaucoup de blabla, beaucoup, et bon, je vais pas trop critiquer ça parce que c'est pas facile non plus et parce que il y a tellement d'études en France qui ont des difficultés avec ça et qui ont du mal à trouver les bons instituteurs, les bons mots, être moins complexé. Enfin, c'est vraiment ça. Il y a trop de tabous tout le temps, tout le temps, tout le temps, et on n'est pas dans le vrai concret. Dites les choses, quoi. Dites les termes. C'est ce qu'on attend, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est la France, c'est toujours dans les règles, toujours carré, et on aime la France comme elle est aussi, quoi. Mais bon. Et donc, du coup, au master, on a eu ce souci-là de ne pas avoir de formation du tout sur la maternelle, notamment. Et moi, première année à Istres, j'ai eu de la maternelle et j'ai eu des petits moyens de maternelle. Ça paraît fou quand même que effectivement, dans une formation qui couvre une période de vie de 8 ans, du coup, enfin 8 années scolaires, on ne te forme qu'à 5 des 8 années scolaires. Mais on nous forme beaucoup à la gestion du cadre, à l'enseignement primaire, à la transmission des valeurs de la République. Enfin voilà, ils nous travaillent beaucoup là-dessus, et ce qui est très important. Mais la maternelle, inconnue au bataillon, j'ai passé une année entière à essayer de comprendre ce qu'on attendait de moi en maternelle. Je me sentais comme un imposteur parce que je me retrouve avec des enfants qui ont entre 3 et 5 ans, quand même. C'est des petits bébés qui viennent à peine de rentrer dans l'école. D'ailleurs, il faut que je raconte ça, c'est quand même assez fou. Premier jour de classe, donc on accueille les petites sections. Et en fait, bon, on nous prépare psychologiquement. Moi, les collègues de l'école, ils m'ont dit psychologiquement, voilà, ça va être, tu vas passer une matinée pas terrible. Mais il fallait que je le vive. Tu as un enfant qui arrive, ça va. Le deuxième, ça va. Là, il y en a un, il arrive, il est pas très bien. Et là, il commence à pleurer parce que maman part. Il y en a un qui pleure, tu as les 30 qui pleurent. C'est sûr. J'ai passé une matinée au milieu des hurlements des enfants, mais à pas comprendre ce qu'ils faisaient là. Pourquoi ma maman me dépose ici, s'en va au milieu de plein d'enfants. Il y en a partout. Il y a une dame que je connais pas. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Je comprends pas. Ramenez-moi ma maman. Et le pire du pire, c'est le lendemain, quand ils se rendent compte que ça va être comme ça tous les jours et qu'ils vont revenir tous les jours à l'école. Et si on leur disait en plus que c'était comme ça pendant presque 20 ans, voire 30 ans, selon si on fait des études très longues et qu'on est obligé, alors là, ils reviennent plus jamais. Ils font burn-out de la maternelle. Je pense que c'est bien qu'on le sache pas. Vaut mieux pas, je pense. Mais c'est quand même assez fou, et cette matinée, je m'en souviendrai toute ma vie. Et là, tu t'assois au milieu des 30 enfants qui pleurent et tu te dis, ok, comment je vais me sortir de cette situation? Je sais pas comment faire. Du coup, tu essayes de chercher. La maternelle, c'est que ça. C'est que être un acteur permanent. Tu dois exagérer pour tout. Tu dois faire l'actrice, tu dois chanter, tu dois danser, tu dois faire des mimes, tu dois disputer, mais sans rigoler, parce que souvent, tu disputes pour des trucs vraiment, c'est bon, t'as fait caca, t'en as partout. Enfin voilà, tu vois, c'est... Oui, c'est ça, des fois, tu dois avoir envie de rire et t'as pas le droit, quoi. C'est exactement ça. C'est fou, et j'ai passé une année à essayer de comprendre. Alors maintenant, je suis rodée, hein. Peu importe ceux qui ont des maternelles et qui sont en panique, là, ils m'appellent. Il n'y a pas de souci, je fais le programme de A à Z. J'ai bien compris après, mais aidez-nous, je sais pas, aidez-nous, aidez-nous. Juste, c'est fou. Ouais, tu t'es retrouvée vachement isolée géographiquement dans ta classe, dans quelque chose dont t'étais pas préparée. Enfin, j'ai l'impression que c'était vraiment juste, t'étais seule. Et surtout que c'était une classe que j'avais qui était où c'était destiné aux enseignants stagiaires. Du coup, il y avait personne qui s'investissait trop. Quand tu gardes la même classe pendant plusieurs années, tu crées plein de choses, tu fais des commandes, tu achètes des choses qui font que là, il y avait rien dans la classe. J'avais du matériel très ancien, donc il fallait que j'ai réussi à trouver ça, que j'achète des trucs moi-même, parce que en fait, on n'a pas beaucoup de budget dans les classes. Il faut savoir aussi, c'est que un manuel scolaire coûte 60 €. Et dans la classe, on n'a pas de quoi prendre 15 manuels scolaires parce qu'on a 15 matières, quoi. Donc il faut comprendre aussi ça. Ouais, c'est à la fin, t'investissais avec
ton revenu pour ta classe, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et voilà, donc c'était un peu compliqué cette première année et pourtant, j'ai eu un retour des parents incroyable parce que moi, c'est super important que les parents viennent en classe, donc j'en ai fait venir beaucoup pour tenir des ateliers, pour présenter leur métier, pour voir aussi comment ça se passe en classe. Je trouve que c'est trop important et j'ai eu la chance de pouvoir le faire et j'ai été voilà, remerciée beaucoup par les parents. Et à la fin, ils m'ont chanté une chanson. J'ai un groupe de parents qui m'ont écrit et chanté une chanson. Ils ont pleuré quand ils sont partis. Et c'était hyper touchant. Et en même temps, je me suis dit, mais je comprends pas. J'ai toujours aujourd'hui du mal à me dire, mais je comprends pas. Je comprends pas comment c'est possible que les parents aient été aussi reconnaissants. Et moi, j'ai eu l'impression toute l'année de ramer et de faire des choses qui n'avaient rien à voir. Et bon, après, au final, ils ont quand même évolué et tu vois le truc et c'était quand même assez plaisant sur la fin, mais j'ai pas passé une année très agréable. Ouais, ça a été mentalement compliqué. Et tu dirais que c'est à ce moment-là, du coup, que tu as eu les prémices du burn-out? Ou c'est un petit peu plus Oui. tard? Ouais. Non, je l'ai senti à ce moment-là. Alors, il y a aussi que j'étais dans une nouvelle ville, première fois où je prends vraiment mon propre appartement, parce que pendant les études, j'étais chez ma grand-mère, après j'étais chez ma mère. Enfin voilà, j'ai pas jamais eu de changement comme ça radical. Donc déjà, il y a ça, l'adaptation à ça. Le fait d'être toute seule aussi. J'arrivais à voir mon copain les week-ends, donc ça va, mais c'est vrai que quand on commence à sortir enfin voilà, de sa routine d'enfant et qu'on prend sa vie d'adulte, déjà c'est un peu compliqué et dans l'enseignement c'est rude quoi. C'est un début qui est rude un peu partout. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit bon je vais attendre l'année prochaine, je vais voir un petit peu ce qui s'offre à moi parce que ben, chaque année ne se ressemble pas. On ne peut pas se stabiliser. Je savais que j'allais pas avoir de maternelle, donc tu t'investis une année pour pas grand-chose. Donc voilà. Mais je me suis dit, bon, je vais voir. Je vais faire mon maximum, mais je vais voir. Mais je savais que j'avais Marseille. Et là, du coup, c'était pas la même histoire parce que Marseille, il y a plusieurs possibilités, du coup, quand on n'a pas de points. Soit on est remplaçant, donc on change d'école tout le temps ou fait un remplacement long, etc. Mais même ça, c'est assez difficile de l'avoir. Soit on est dans les quartiers nord, dans les REP, donc ça nous fait gagner plus d'argent parce qu'on a des primes pour être là-dedans. Mais c'est quand même les quartiers nord et finalement, les quartiers nord, c'est pas pire que les autres endroits. Pour avoir eu des collègues qui y sont aujourd'hui, même encore, c'est pas si pire, mais quand on vient pas de là, c'est pas facile. Et donc voilà, ça te fait peur. Et la dernière possibilité, c'est d'avoir une classe Ulysse, une classe spécialisée, donc avec des élèves en situation de handicap. Et moi, c'est ce que j'ai eu, du coup, sur mon année à Marseille. Sauf que l'Ulysse, c'est très particulier parce qu'on n'est pas enseignant, on est coordinateur Ulysse. Et les coordinateurs Ulysse, ils doivent travailler avec un réseau entier, avec le RASED, avec le CESAD, avec les enseignants de l'école, avec les psychologues qu'ils ont les élèves à l'extérieur, avec les psychomotriciens, avec les orthophonistes, avec les IME, avec les parents et avec les élèves et avec les AESH. Et est-ce que ça, on Oui, te forme à ça en master ou non plus? absolument pas. Alors sur l'inclusion, ils nous forment un peu quand même pour un peu trouver des pistes, des adaptations, mais pas du tout sur le concret. Et c'était très compliqué parce qu'il existe plusieurs types d'Ulysse. Et moi, je suis tombée sur une Ulysse avec que des élèves à troubles autistiques. Et sauf que je n'avais pas le statut d'Ulysse TSA. Et en fait, du coup, on a moins de Donc moyens, on a TSA, plus d'élèves. trouble du spectre autistique. Exactement. Et merci pour cette précision. Tu suis bien, tu suis bien. Et du coup, à ce moment-là, j'ai eu vraiment 12 élèves qui avaient ils avaient entre 7 ans et 12 ans, avec tous un type de trouble autistique différent, parce qu'il en existe beaucoup, avec une gestion de la frustration différente, avec plein de tips différents pour les maîtriser aussi, les canaliser, avec des niveaux scolaires différents, avec il y en a certains qui savaient même pas lire, il y en avait d'autres qui savaient un peu compter, il y en avait d'autres pas du tout, il y en avait d'autres. Enfin, vraiment, c'était très impressionnant. Oui, parce que tu vas, enfin, dis-moi si je me trompe, mais les troubles du spectre autistique sont tellement larges que tu peux avoir un enfant qui ne parle pas et un enfant qui est Asperger et qui est en fait hyper doué. Exactement.
C'est C'est exactement un ça. vrai spectre. Exact. Et c'est là où moi j'ai eu ça. Et ça veut dire qu'il faut que je fasse 12 emplois du temps différents, que je communique avec tous les enseignants différents. C'était une très grosse école. Que j'appelle partout, que je sois en contact avec tout le monde, que je gère leurs rendez-vous extérieurs, leur adapter. Enfin, c'était insoutenable. Donc du coup, je me suis fait frapper, mordre, insulter. Donc j'ai eu. Enfin voilà, il faut être accroché quoi. Et j'ai un caractère qui est accroché, mais quand il y a rien qui suit, quand je n'arrive juste pas, là je n'y arrivais pas, donc je me suis mise en arrêt de travail parce que là c'était ma santé. Oui, parce qu'en fait, à un moment, il y a un moment où tu ne peux plus aller travailler quand tu as ce niveau de stress-là, quoi. Ah mais c'est exactement ça et c'est surtout que j'ai du mal aussi à accepter qu'on banalise les morsures, les coups, le fait de se faire pousser, insulter. Vu que ça fait partie du spectre autistique, c'est obligatoirement dedans en fait. Et tous les collègues qui ont été en Ulysse, eh ben, ils ont subi les mêmes choses et en fait il y en a qui tiennent, il y en a qui tiennent pas, mais moi je peux pas. Honnêtement, Ouais, c'est ça, tu sais que tu peux pas leur en vouloir, ça fait partie de leurs c'est troubles, ça, mais par contre, toi, tu t'es pas sentie protégée là-dedans et tu pas formée non, à ça. c'est ça. C'est ça. Donc, me suis mise en arrêt de travail et je me suis dit et c'est surtout que j'ai eu une très grosse angoisse dans l'équipe et ça, il faut le savoir aussi, c'est qu'il y a des endroits, avec des gens plus ou moins bienveillants et moi, j'ai pas eu trop cette chance. Il y avait des collègues qui étaient super, mais eux, ils gèrent leur classe avec leurs difficultés, donc ils sont pas tout le temps là et à ce moment-là, je me suis retrouvée seule, à angoisser de venir, à angoisser de croiser certaines personnes dans l'école et à angoisser parce que qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui, c'est aléatoire. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont bien lunés? Est-ce que non? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une crise qui va se déclencher? Est-ce que non? Et quand il y a déclenchement de crise, mais ça peut partir très très loin avec un élève à trouble autistique, donc c'est très compliqué. Donc grosse angoisse quoi, grosse Ouais, t'as eu ambiance. peur, quoi, vraiment. Enfin, C'est ça, c'est parti là-dessus. Et en même temps, dans mon caractère, ça dure pour moi de me dire j'abandonne. C'est très difficile à ce moment-là pour moi. Donc le dilemme de l'année dernière, il était fou. De me dire, est-ce que j'abandonne ou est-ce que je suis pas trop faible? Est-ce que, enfin, qu'est-ce que je fais quoi? c'est un questionnement qui est gigantesque. Puis encore une fois, t'es dans le fonctionnariat. Enfin, tu as entre guillemets, la voie royale pour avoir un boulot toute ta vie. Mais quid si le boulot que t'as toute ta vie te plaît pas? Ouais. C'est titanesque comme réflexion. Non mais c'est exactement ça. Et en plus, j'ai à ce moment-là la réflexion de me dire, mais attends, j'ai eu mon concours il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi quoi. J'ai eu mon concours, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils le repassent 6 fois pour l'avoir. Et là, je l'ai eu du premier coup. Là, je suis fonctionnaire. Je fais quoi? J'ai mes vacances parce que ça en fait partie des avantages. J'ai un salaire qui est assez correct, toujours pas assez par rapport au niveau d'études et tout, bac+5, tout ça. Bon, il y a un gros débat là-dessus encore, mais pour moi, à mon âge, je suis très heureuse de gagner 2 000 € par mois, quoi. Et, euh, et après, à côté de ça, tu te dis, mais non, moi, je suis incapable de me dire que je subis ça. Surtout quand tu as des parents, enfin, notamment du côté de ma mère, où ben, ça n'a pas toujours été très joyeux au travail, où j'entends souvent le discours de j'ai pas trop envie d'y aller. Enfin, moi, ça, c'est quelque chose, toujours, je me suis dit non, je veux pas. Je veux pas subir, je veux pas me dire que je veux pas aller au travail. Et là, c'était au-delà de ça, mais c'était même pas, c'était au-delà, je veux pas y aller. Je ne dors pas. Oui, Là, c'est pas t'as la flemme, c'est ta peur. j'ai peur, j'ai pas envie d'y aller. Comment ça va se passer la journée? Quand j'étais en maternelle l'année d'avant, mais je rentrais avec des mal de tête. Mais je n'ai jamais eu de mal de crâne aussi fort de ma vie que depuis que j'étais en maternelle. C'était fou. Donc, j'ai fait exactement 3 mois d'arrêt parce que c'était très long. C'est très dur d'être en arrêt aussi longtemps parce que je voulais travailler, mais je ne voulais pas y retourner. Donc, été en contact avec les syndicats qui m'ont bien aidée. J'ai j'ai fait ça. J'ai eu l'inspection. J'ai appelé du coup le rectorat.
essayer de contacter les personnes qu'il fallait pour me faire bouger de là, quoi. Et pour qu'ils m'entendent, surtout. Qu'ils entendent que c'est compliqué. Et j'ai ramé. Et j'ai dû pleurer. Et j'ai dû faire comprendre que là, c'est ma psychologie, que je vais voir un psychologue, parce que j'ai vu un psychologue aussi. Et du coup, ça a mis du temps. Et au final, l'inspecteur m'a reçue très correctement, il a été super. Et j'ai été envoyée du coup en janvier, à partir de janvier. Donc vraiment, j'ai tenu 1 mois en Ulysse. Et après, c'était plus possible. Et en janvier, j'ai réussi à changer. J'ai été dans une équipe qui était super, mais avec une école, avec des problématiques d'école monstrueuses. C'est le problème, c'est que j'étais pas dans les quartiers nord. J'étais à côté de Cité, mais c'était très mixte comme public. Il y avait un peu de tout. Il y avait à côté un peu les quartiers riches et à côté, donc c'était très mixte. Et mais c'était une très très grosse école, une très grosse école Marseille. Et en fait, c'était vraiment très 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 compliqué parce qu'il y avait des problèmes de cadre en fait. C'est l'éducation des enfants là qui était incroyable. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, ça te terrifie, ça te donne plus envie d'avoir des enfants, ça te décourage et tu te dis mais je suis où? Et à te tester. Mais moi j'ai testé ton cadre, tester ton autorité, tester le moindre geste, reprendre la moindre phrase que tu vas pouvoir dire qui est pas correcte, c'est incroyable. Donc j'ai passé mon année à faire la police et j'ai passé mon année à trouver des solutions, contacter les parents, ça marche pas. Crier, ça marche pas. Rester calme, ça marche pas. S'asseoir et ne plus rien faire parce que tu peux rien faire, ça ne marche pas, y a rien. Donc j'ai fait que faire des leçons de morale et essayer de leur expliquer, essayer de leur faire comprendre, essayer de leur dire mais qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Enfin vraiment essayer toujours d'être là-dedans, de leur faire prendre conscience. Parfois ça passait, mais 2 secondes après ça passe, c'était fini. Donc c'est très compliqué, ouais. J'ai passé une année très compliquée de manière générale. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, comment faire pour ne pas faire une rentrée de plus? T'as fait le choix d'un métier passion, mais tu l'as pas fait par passion pour ce métier, tu l'as fait parce qu'il fallait que tu t'enlèves d'un métier que tu pouvais plus faire, quoi. Oui, c'était ça. Ouais. C'était comme ça que je l'ai vécu. C'est que la passion du métier, je pense que je l'avais pas assez pour subir tout ça, parce que ceux qui en sont vraiment passionnés, ils le subissent, hein. Ce que j'ai subi, tous les enseignants vous diront qu'ils l'ont subi. D'une manière ou d'une autre, plus ou moins grave, plus ou moins... Enfin voilà, il y en a, ils ont subi des choses, mais horribles. Mais ils ont tellement cette vocation et cette volonté, ils ont tellement le dévouement pour les enfants, le dévouement pour ce travail qu'ils y restent. Moi, je pense que je ne l'ai pas eu à ce moment-là. Puis t'étais tellement loin de ce que t'as pu apprendre en sciences de l'éducation. Ah non, ça c'est sur les théories de l'éducation et tout, là tu fais ton mieux, mais tu ne le fais pas. Oui, c'est ça, T'essayes. tu fais de ton mieux. Tu C'est ça, combines. tu survis, tu survis. Ouais. Mais voilà, donc je pense que j'ai pas eu assez ça et j'ai pas eu le courage de rester. Il y a sans doute l'âge qui fait aussi, hein, quand on commence à 22 ans, on se sent peut-être pas les épaules. Moi, je suis petite en taille. On peut pas me voir, mais je suis assez petite en taille. Je fais 1m58. Donc, il y a ça. Il y a des élèves qui me dépassent en CM2. Enfin, il y a tout ça, quoi. Il y a ça qui joue. Donc, il y a ta confiance en toi. Il faut avoir énormément confiance en soi. Il faut réussir à être un acteur, à être de marbre. Il faut réussir à passer en fait, il faut réussir à maîtriser ses propres émotions face à des injustices, face à des choses où tu te dis mais non, c'est pas possible, je peux pas accepter qu'un enfant fasse ça. Mais vu qu'il a ce trouble-là, ou alors parce que à la maison il subit ça, ou parce que du coup il faut faire un travail sur soi-même constant, parce que c'est pas leur servir, hein. C'est pas les aider si on s'énerve, mais il faut se faire un travail sur soi. Ouais, c'était trop lourd. C'était lourd. C'était lourd. Et donc, comment tu fais? Tu nous dis qu'à un moment, tu t'es dit comment je fais pour pas faire une rentrée de plus. Du coup, comment tu fais pour pas faire cette rentrée de plus? Eh bien, l'avantage de Marseille, c'est que j'ai découvert des endroits fabuleux, comme Barbotine, l'atelier Cancan, des endroits un peu comme ça, parce que les grandes villes, c'est des avant-gardistes qui, en fait, c'est des modèles qui sont plutôt américains, hein, qui viennent d'ailleurs, mais les concept stores se développent de plus en plus,
parce que les gens sont à la recherche d'expériences, de choses qui détendent, de nouveautés, de choses à partager aussi. Et j'ai fait donc Barbotine, l'atelier Cancan, qui sont des cafés céramiques de Marseille. Donc c'est un espace où tu y vas, tu réserves un créneau, tu y vas, tu t'installes et tu choisis ta pièce de céramique. Tu fais ta peinture dessus, personnalisée de A à Z, tu fais ce que tu veux et après ils les émaillent, ils les cuisent et après ça passe au lave-vaisselle, on peut manger, boire avec. Enfin après on a notre céramique, donc c'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Je me suis dit un endroit comme ça, c'est quand même le paradis. C'est quand même pas mal. C'était ton soleil au milieu de cette vie que tu n'aimais tellement pas. C'est ça, ben moi je me suis raccrochée sur cette année-là à voir mes amis. Je me suis raccrochée en allant faire de la danse, en allant peut-être parfois à la plage. Je n'ai même pas tant profité que ça de la mer de Marseille, mais bon. Mais à côté de ça, du coup, je suis allée faire un peu des endroits atypiques comme ça qui m'ont fait beaucoup de bien. Et j'ai pu faire des créations parce que à côté de ça, moi, une de mes passions, c'est le loisir créatif et je suis très manuelle. Je fais de la broderie, de la peinture, enfin, j'aime tout toucher à tout. J'aime trop aussi construire des meubles. Enfin, Et tout ça, ça, j'imagine en plus j'adore. que dans ton imaginaire d'étudiante, tu pensais transmettre ça à tes élèves un jour aussi? Mais quand j'étais en maternelle, je leur ai fait faire des œuvres d'art de folie. C'était incroyable pour ça, la maternelle. Mmh. Malheureusement, en élémentaire, j'ai pas pu expérimenter ça comme je voulais parce que j'étais dans une école un peu particulière l'année d'après en CE1, CE2. Donc j'avais des CE1, CE2 et en fait c'était un partage avec une autre collègue. On avait les mêmes classes, donc j'avais 2 classes. Elle aussi, le matin j'en avais une classe et l'après-midi j'échangeais et je refaisais la même chose que le matin. OK. Donc on se partageait en deux les matières. Et l'art plastique, je ne l'avais pas. Ah non! Ça, c'est dommage. Voilà, donc moi j'avais les matières scientifiques et l'anglais, et elle, elle avait les matières littéraires et l'art. Et C'est-à-dire ce voilà, que t'aimes, quoi. exact. Bah, ça m'allait d'avoir les matières scientifiques, mais j'avoue que avoir un peu d'art, c'était pas mal. Mais bon, j'avais le sport, donc j'étais contente. Mmh. Donc voilà, à ce moment-là, j'ai fait ces endroits-là et je me suis dit, ah, c'est quand même pas mal. Mais en même temps, j'ai pas trop envie de travailler à Marseille. Mais si j'ai pas le choix du tout, ben tant pis. Mais bon, qu'est-ce que je fais? Et là, je suivais sur les réseaux sociaux depuis un moment les Halles créatives de Toulouse. Donc, les Halles créatives de Toulouse, c'est un endroit où il y a de la peinture sur céramique, mais pas que. Où il y a plein d'autres ateliers. Il y a de la bougie, il y a de la gesmonite, il y a du bois, il y a un peu de plein de choses. Et je les suivais depuis un moment, depuis leur ouverture en fait, j'ai un peu suivi. Et je me suis dit, mais un endroit comme ça, c'est exceptionnel parce que moi, je me lasse vite. Je touche à tout, mais j'aime bien toucher à tout, quoi. Et je peux me lasser vite si j'ai qu'un seul truc. C'est un peu long, c'est un peu redondant. Et là, je me suis dit, ok, je vais les contacter. Je vais faire quelque chose, je vais les contacter, on sait jamais. Mais tu dois transpirer quand t'envoies ce message. Mais en vrai, le message que je leur ai envoyé, c'est même pas, je me suis même pas dit que j'allais ouvrir quelque chose. Je me suis dit, est-ce qu'ils comptent eux ouvrir quelque part et embaucher quelqu'un? OK. Moi, j'étais partie là-dessus un peu. Je me suis dit, est-ce que vous comptez ouvrir ailleurs? Est-ce que vous comptez embaucher ou quoi? Enfin voilà, j'ai envoyé un petit message comme ça, j'adore ce que vous faites, c'est super, un peu fangirl, mais Ouais, parce que toi, voilà. à ce moment-là, par contre, aller à Toulouse, c'est no way. Ben, enfin, s'il m'avait dit ça, pourquoi pas, mais juste, je savais pas trop. Mmh. Là, à ce moment-là, je savais pas trop. Je me suis pas trop projetée. J'attendais de savoir ce qu'ils allaient me dire. OK. Et, du coup, à ce moment-là, j'envoie ce message. Mais à côté de ça, je me suis aussi renseignée pour faire des formations à distance. Formation décoratrice d'intérieur et formation, et il y en a une autre que j'ai un peu regardée. Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai regardé, mais j'ai regardé 2, 3 formations un peu comme ça. J'ai pris des renseignements pour savoir un peu. Ah oui, plutôt tout ce qui est web design, tout ça, parce que j'aime beaucoup toucher à ça. J'aime bien faire des flyers, j'aime bien créer des PowerPoint, j'aime bien faire des petites cartes de visite et tout. Je touche un peu à ça. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas avoir une vraie formation Photoshop, etc.
Bref, j'ai fait des petites recherches et au final, ils m'ont dit: «Ben, on s'appelle». On a eu un rendez-vous et ce qu'ils m'ont enfin, eux, ils m'ont dit: «Ben, voilà, nous, on cherche des personnes qui cherchent à s'étendre, enfin, nous, on cherche à s'étendre et on cherche des personnes qui sont prêtes à nous suivre dans cette aventure-là. Et vous créez votre propre société, vous êtes votre propre patron, en quelque sorte, mais on vous aide pour l'ouverture, on vous fournit tout le cahier des charges pour que ce soit pour que vous puissiez ouvrir. Vous gardez la même DA artistique, mais c'est quand même votre patte artistique et c'est chez vous. Il faut que vous partagiez les mêmes valeurs que nous, etc. Mais voilà, on vous aide pour la création de la société, on vous aide pour l'ouverture, la gestion de, enfin les fournisseurs, etc. On vous les donne. Par contre, voilà, le but c'est de trouver une ville qui pourrait fonctionner, quoi. Donc, comment ça se passe? C'est une franchise? Oui, c'est un peu comme une franchise, c'est un peu différent d'une franchise parce qu'une franchise, généralement, ils ouvrent et ils placent un directeur d'agence. Ok. C'est plus comme ça. Là, c'est un peu différent parce que c'est mon investissement, c'est mon local, c'est mon matériel, tout ça. Enfin, c'est voilà, j'ai appelé moi-même tous les fournisseurs, c'est mon prêt à la banque, quoi. Ok. Mais par contre, je suis accompagnée, donc c'est un peu différent. C'est un dépôt de marque, mais du coup, on va dire que c'est une franchise parce que là, ils s'étendent de plus en plus et c'est plus facile de dire comme ça. Ok, je vois. Mais à côté de ça, je suis quand même, enfin, c'est quand même mon lieu et je suis autonome et c'est, bah voilà, je gère de A à Z, je gère tout ce qui est finance, je gère, voilà. Et après, à côté de ça, j'ai mon directeur financier qui est fabuleux, qui m'aide pour tout. J'ai Sabrina DL Créative qui a tout créé et qui au quotidien est présente et je suis extrêmement reconnaissante déjà pour tout ce qu'ils ont fait parce que c'est grâce à eux que j'ai pu changer de vie et Ouais. que j'en suis là aujourd'hui. Puis ils te font confiance parce qu'on rappelle que toi, au moment où tu envoies un message, t'es pas entrepreneur. Mais T'as clairement, même pas ils été sont serveuse. Enfin... Ils sont fous, ils sont fous. Mais c'est dingue de faire ça. Après, on s'est vus, on s'est rencontrés après. Donc, je leur ai dit, ils m'ont dit où est-ce que vous aimeriez ouvrir? Et j'ai dit que Gap, pourquoi pas? Pas Je me suis digne. dit, T'as pas pensé à non, digne. j'ai pas pensé à Digne parce que Digne c'est plus petit, parce que j'avais besoin de bouger de Digne aussi. Et, euh, et mon copain est de Gap, donc je connaissais bien, j'ai pu y aller plusieurs fois. Et donc c'est une plus grande ville avec plus d'opportunités, plus de monde aussi, donc moins risqué. Et c'est quand même la plus grande ville du 04 et du 05. Donc c'est assez enfin, c'est influent quand même. La plus grande ville à côté, c'est Grenoble, ou après tu dois aller à Aix. Donc c'est quand même pas si mal Gap. Et puis c'est T'es la sur le montagne chemin en des plus. stations de ski, t'es pas mal Gap. Exact. Hein. Ouais, il y a le lac à côté, donc c'est touristique sur plein de points. Enfin voilà, donc je me suis dit, et puis j'avais envie de vivre là en fait. Hein. C'est paradisiaque pour moi, les montagnes autour. Enfin, même la mentalité gapençaise, elle est trop agréable. Les gens sont gentils. C'est donc voilà, j'avais envie, mais je me suis dit jamais ça passe. Je me suis dit c'est trop petit, ils vont me dire non mais pas du tout. Et au final, ils m'ont dit bah j'ai fait un business plan, voilà, avec l'étude du marché quoi. Et avec ça, ben, ça s'est passé et, euh, et ça a fonctionné. Ils ont dit oui. Et ça, dis-toi, là actuellement, on est en début décembre. Hein. J'ai ouvert fin septembre, début octobre. Cette décision, enfin cet appel était en avril. C'est allé à une vitesse. Ouais, ça allait super vite, mais c'était une question de survie. Et moi, quand je veux quelque chose et que c'est pour ma survie, et je fonce, mes têtes baissées. J'ai été focus dans mon truc. Donc j'étais encore enseignante hein, jusqu'à fin juillet, début juillet, pardon. J'ai été enseignante jusqu'à début juillet. J'ai euh, j'ai décidé du coup de faire ça à mi-avril. En mai, j'ai trouvé le local. J'ai trouvé mes artisans pour pouvoir refaire le local. En juin, j'ai laissé un peu faire. Donc j'ai signé le bail, etc. J'ai laissé un peu faire les débuts des travaux pour terminer mon année scolaire. Vas-y. C'est un local du coup que t'as acheté ou Non, que c'est tu loues? loué. Ok. Ouais, je loue.
Et après, j'ai tout mis en place. J'ai acheté les meubles, j'ai fait mon stock, etc., etc., jusqu'à pouvoir ouvrir en septembre, quoi. Et dans tout ça, à quel moment tu déposes ta lettre de démission? À J'ai déposé l'académie, ma lettre de démission en fin avril, je crois. Ah ouais. Ouais, direct pour que ce soit validé et ils ont pas eu de problème parce que souvent ils refusent les démissions. On est en manque d'enseignants donc ils peuvent refuser les démissions. Bon, on peut faire des recours hein, de toute façon, mais voilà, j'ai fait ça. Je savais même pas, tu vois, tu m'apprends qu'on peut refuser une démission. Ouais, l'éducation nationale peut de refuser les démissions. Ça arrive. Après, dans ma lettre, je n'ai pas laissé le choix. J'ai dit que j'avais trouvé un autre travail. Enfin, j'ai dit que je me lançais, que j'avais trouvé mon bail, que je commençais à telle date, que, enfin voilà, j'avais déjà. Oui, en fait, tu as signé le bail sans même savoir si tu pouvais quitter l'éducation nationale. Exact. C'est culotté. Ouais, je J'ai suis un pas d'autre carnal. terme. Quand on y pense, ouais, c'est vrai. Et comment elle se passe la fin d'année quand tu sais que c'est les derniers mois? La fin d'année, il y a moins d'élèves. Il fait très chaud parce qu'à Marseille, il y a zéro clim partout. Donc la fin d'année, elle se fait dans la souffrance. C'est très long, mais en même temps, tu te dis c'est bon, c'est fini. Mais vu que tu sais que c'est fini, c'est là où c'est le plus long en fait. C'est là où ça passe le moins vite. Mais Mmh. non, ça va. J'ai j'ai pu en fait profiter un peu de la fin avec les derniers élèves qui restaient à essayer de passer les meilleurs moments possibles. On avait interdiction de rester dans les classes pendant toute la fin de l'année. Donc on était obligé de rester dehors. Donc il faut imaginer sous canicule qu'on a interdiction de rester dans les classes tellement il Mais fait chaud. alors ah voilà, c'était une question de chaleur? Voilà, c'est J'allais une dire question de pourquoi? chaleur parce qu'on n'a pas de clim et en fait, même avec les petits ventilos, ça marchait pas. Donc c'était une consigne générale sur tout le secteur où j'étais et on était obligé de rester à l'ombre dans la cour parce qu'il faisait meilleur que dans les classes. Là, c'est vraiment la dernière semaine, c'était comme ça. Et puis voilà, c'était la fin. Ça se fait un peu avec de l'émotion quand même. Mais en même temps, voilà, il fallait pas être hypocrite non plus. C'est une décision qui était légitime et du coup, fallait pas que je réfléchisse trop. Tu réfléchis toujours parce que tu te dis, ok, là, ça y est, c'est mes derniers moments d'enseignante. J'en ai pas de temps profiter que ça parce qu'il y a des moments d'amour. Hein, les élèves, ils t'envoient beaucoup d'amour. Hein. Mais, euh, mais non, en fait, c'était trop de souffrance, trop. Et autour de toi, ton copain, tes parents, tes amis, quand tu leur dis justement: «Bah, là, je vais quitter le fonctionnariat et en fait, je veux monter un café créatif à Gap», qu'est-ce que tu reçois comme réaction? Euh, mon copain et mes amis, au top, toujours. Toujours très. Ils ont toujours été ah ouais, mais t'as tellement raison, vas-y, fonce. Ma famille, c'était avec plus de crainte, mais vu qu'ils m'ont vu souffrir pendant 2 ans, ils étaient quand même contents que je m'en aille. Après, j'ai pas trop laissé le choix, j'ai pas trop demandé d'avis non plus. J'ai vraiment fait selon comment je voulais faire. Et dans ce cas-là, c'était plus fluide, tu vois. C'était plus, on ne peut rien dire en fait. On peut rien dire, c'est trop tard. Mais voilà, ils m'ont accompagnée. Je pense qu'ils ont pas, enfin, notamment ma mère, ma grand-mère ou quoi, ils osaient pas trop poser trop de questions. Et en même temps, il fallait pas trop en poser parce que j'avais des milliers d'informations en même temps, donc il fallait que je sois vraiment focus sur juste j'ouvre, je panique pas. Oui, c'est-à-dire, ils peuvent te poser des questions, mais toi, tu parlais tout à l'heure d'un master incomplet pour enseigner, mais alors pour l'entrepreneuriat, j'imagine que tu avais pas les réponses? C'est ça. Là, mais c'est là l'avantage de pouvoir avoir Georges et Sabrina, qui sont deux personnes qui sont exceptionnelles et qui m'ont accompagnée de A à Z et qui m'accompagnent encore aujourd'hui. La moindre question, j'ai pas eu besoin de comprendre le moindre mot qu'il y a écrit quand tu crées une société. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Et alors là, parce que moi, de toute, enfin, comme tu sais, j'ai été intermittente, j'ai pas mal changé de boulot et tout, je remarque toujours que, genre, le moment où je quitte un poste, je dors pendant 10 jours.
Genre, j'ai vraiment 10 jours de la pression retombe, je dors. Mais toi, t'as pas le temps de dormir. Mais écoute, moi, depuis 3 ans, je pense, je n'ai pas eu de moment de creux. Je n'ai pas. Alors, j'avais beaucoup de problèmes de sommeil quand j'étais enseignante parce que là, c'était de l'inquiétude, j'étais pas bien. Donc, c'était différent. Là, je dors bien la nuit, mais pas énormément. Je me couche assez tard, je me lève assez tôt, et je n'ai pas de journée farniente. J'ai pas ça. Je n'ai pas du tout de journée où je fais rien. J'ai pas du tout de journée. Là, j'en ai plus, quoi. J'ai même plus le temps de me poser sur un livre, sinon je m'endors si je lis le soir. J'ai pas le temps de regarder une série. Là, il y a des séries super qui sortent. J'ai même pas le temps de les regarder. J'ai même pas le temps d'aller regarder Zootopie au cinéma. Ah, il faut que j'aille le voir. Je suis dégoûtée. J'ai tellement envie d'aller le voir, mais je n'ai pas le temps. Le J'oublie à soir, chaque je fois que j'ai m'endors. envie d'aller le voir, c'est fou, on me le rappelle. Mais ouais, mais c'est fou. Et du coup, c'est compliqué. J'ai du mal à trouver du temps pour moi, mais en même temps, il faut aussi que j'arrive à trouver du temps pour mon couple. Il faut que j'arrive à trouver du temps pour ma famille parce que du coup, je les vois moins, mais ils le comprennent, donc ça va. Enfin, c'est compliqué. Mais bon, en même temps, je me régale et je suis tellement à fond là que ma fatigue, je la compte pas trop. Mais il faut que je fasse attention. Mais là, ma fatigue, je la compte pas. Je sens que je suis assez fatiguée physiquement, mais du coup, je le suis un peu moins mentalement. J'étais un peu fatiguée mentalement au début parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à penser. Là, ça va beaucoup mieux pour ça. Mais du coup, voilà, j'ai un peu la fatigue physique. Parce que j'ai pas pris de vacances du tout, du coup, quasiment. J'ai pris 2 semaines un peu pendant les vacances, donc ça va. Pendant les travaux, je me suis dit, bon, j'avais un petit creux. Mais voilà, c'est. Parce que là, concrètement, je te parle même pas d'horaire de travail parce que je pense que tu peux pas le quantifier, mais en termes d'horaire d'ouverture et de journée d'ouverture de la boutique, t'es sur quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis alors d'ouverture, hein, pas de présence sur place. D'ouverture, je suis sur du mercredi au dimanche inclus. Mercredi toute la journée, jusqu'à 18h30. Jeudi, 14h, 18h30. Vendredi, 14h, 21h, parce que j'ai les apéros céramiques les vendredis soirs. Samedi, je fais 10h, 20h non-stop. Et dimanche, 10h, 19h non-stop. Donc en plus, tu vis totalement en décalé des horaires de travail de ton mec et tes potes. Bah, totalement. Après, mon copain, du coup, il s'est mis en disponibilité pour rester avec moi, donc j'ai de la chance sur ça, on peut être là. Mais lui, il fait des horaires d'après-midi et soirée. Donc lui, c'est 14h, 14h, 21h tous les soirs. Donc, et il a son week-end samedi, dimanche, comme tout le monde. Moi, j'ai mon week-end lundi, mardi. Parce que du coup, il travaille avec toi? Non, non, pas du tout. Il Ah a voilà. trouvé un autre travail parce que Ok. le principe de la disponibilité, c'est que tu mets ton métier en pause. Tant que t'as pas assez de points pour rejoindre la personne ou aller à l'endroit où tu veux. Et donc là, il est en disponibilité pour pouvoir me rejoindre à peu près par là où il pourra, mais dans le sud. Et du coup, il a dû trouver un autre travail parce il a pas de salaire en attendant pendant la dispo. Mais du coup, là, il a un autre travail, un travail alimentaire, quoi. Et toi, après avoir connu justement la fonction publique, parce qu'il me semble que la fonction publique, les salaires, c'est par grille. Enfin, tu sais Mm. toujours à peu près ce que tu vas gagner dans les prochaines années. Comment t'as vécu le fait de genre vivre des revenus de l'entrepreneuriat? Ben, c'est-à-dire zéro, hein. Clairement, pendant plusieurs mois, c'est zéro parce que ben, tu as un prêt, tu as tout ça, donc il faut réussir à voir et à regarder clairement ce que tu peux gagner et si tu peux te permettre de te verser quelque chose. Je l'ai pas trop trop mal vécu parce que moi j'ai eu mon salaire jusqu'à août, donc j'ai pu commencer l'année avec mes derniers salaires, donc c'était pas trop grave. Et vu que mon copain est resté, on a pu, voilà, il a pu m'aider là-dessus. Au départ, on était logés. Là, on a enfin trouvé quelque part pour vivre. Donc voilà, là pour le moment ça va. Là, je suis pas trop à plaindre. On fait avec des petits salaires chacun, mais vu qu'on est deux, moi, quand j'étais seule à Marseille, pourtant, j'avais 2 000 € de salaire, mais en fait, j'avais un loyer à 900 €, quoi. Ouais.
Donc, il y a tout qui part dedans. Oui, c'est un vrai projet à deux, là, cette fois. Ben voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est différent. Quand tu es en couple, tu vis les choses différemment. Donc là, tu es vraiment portée par cette vibe d'entrepreneuriat, de passion, tu as l'impression d'être à ta place? Là, j'ai vraiment l'impression d'être à ma place parce que j'arrive à assouvir plusieurs besoins. J'ai le côté direction, où je suis dirigeante, je suis là pour moi-même. C'est mon lieu, donc c'est ma DA, c'est mon esprit, c'est si ça foire, c'est à cause de moi. Donc déjà, il y a ça. Pas que, Qui est quand pas... même. Non, 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 bien sûr, mais je veux dire, s'il y a un problème, si je casse une céramique, si il y a quelque chose que j'ai fait pas correctement, ben, je peux m'en vouloir qu'à moi-même et voilà, et j'ai personne qui va venir me disputer en face, je suis ma propre personne pour le faire. Ouais. Mais donc il y a ce côté-là où c'est très agréable de se dire, ok, je travaille pour moi-même et j'aurai pas de problème là-dessus. J'aurai pas de souci de direction, j'aurai pas de souci d'avoir des ordres de quelque chose en particulier. Même si j'ai toujours les instructions des L créatives sur plein de choses, mais c'est complètement différent et c'est que du positif, c'est que dans la discussion, c'est super pour ça, quoi. Ensuite, j'ai le point positif d'avoir pu faire ma propre déco. Et ça, c'est fabuleux pour quelqu'un qui adore ça. Donc, je peux réfléchir à tout, les saisons, toute la décoration qui bouge, tout ce qui est atelier, réussir à faire en sorte que ça change tout le temps. Donc, tout le temps réfléchir, ce côté créatif de chercher. Voilà, de savoir comment les gens ils veulent être accueillis et comment je vais réussir à faire en sorte qu'ils veulent pas partir. Tu vois. Et après, j'ai toute la partie créativité, parce que je suis dans un espace créatif. Et moi, ma source d'inspiration, c'est mes clients. Je suis tellement heureuse de voir ce qu'ils font tous les jours. Il y en a et c'est des monstres c'est des monstres artistiques. Ouais. C'est incroyable. Ils sont trop forts. À chaque fois que je vois leur création, je me dis, mais vous êtes trop forts. Et en même temps, tu te sens utile parce que tu as des enfants qui viennent. Du coup, j'ai quand même gardé ce côté-là. C'est que j'ai quand même des enfants qui viennent et qui ont envie d'être là et qui repartent en disant à leur maman et à leur papa, mais je veux revenir demain, c'est quand qu'on revient. Trop chou. Et ça, c'est très agréable. Ouais. C'est très agréable. Ouais, c'est dingue. C'est genre d'un coup, tu te sens à ta place à un endroit, tout ce que tu as cherché pendant ces 2 dernières années que tu trouvais pas, quoi. C'est ça. Et est-ce que tu as eu un peu, une sorte de syndrome de l'imposteur de: «Comment je vais faire pour apprendre ça aux gens?» alors que tu pas eu de formation particulière justement sur les différentes, formes artistiques et cetera? Je l'ai beaucoup moins eu qu'à l'école. Ah ouais? Ce syndrome de l'imposteur, quand j'étais enseignante, je l'avais tous les jours parce que il m'arrivait parfois de faire des fautes d'orthographe, parce que j'avais pas tous les programmes de tout le temps. Même si je me suis bien rattrapée en maths et en français sur tous les trucs à savoir, mais j'étais pas une craque du tout, quoi. Et du coup, ce syndrome de l'imposteur dans l'enseignement, même si j'ai eu mon concours, je suis légitime, j'ai fait des études, ça va. Mais en même temps, pour connaître vraiment comment enseigner quelque chose pour que ça passe et que ça intègre, c'est très dur. Donc ça, je l'ai eu beaucoup sur ce métier-là. Ici, c'est différent parce que chaque atelier, alors je n'ai pas honte de dire aux personnes qui viennent et qui parfois me disent mais comment je fais ça? Et je leur dis alors là, mais épatez-moi, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait, c'est possible. Vu qu'on est un lieu artistique, j'ai pas tout testé, toutes les formes d'art. Mmh. Donc il y a eu ça, mais par contre, vu que je touche beaucoup à tout ce qui est artistique de base, tout ce qui est atelier que je vais proposer, c'est que des choses que je vais savoir faire. Par contre, j'ai plein de clients qui sont bien plus doués que moi. Ah ouais. Mais j'ai pas besoin d'avoir un statut de supérieur à eux, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Je fais pas de l'enseignement. Le but des halles créatives, c'est que les personnes viennent en semi-autonomie. Donc moi, je fais le lancement, j'explique comment on fait. Mais après, les personnes sont complètement libres et chaque création est unique et ça, c'est fabuleux. Et du coup, comment ça se passe si, admettons, je viens à Gap, ce que j'espère faire, parce que j'ai trop envie de venir voir les halles créatives. Je passe dans la rue, je peux rentrer, m'asseoir et peindre? Ou est-ce que c'est des ateliers? Comment ça se passe? Alors, vu que je suis ouverte, j'ai des heures d'ouverture, donc les ateliers durent 2 heures et demie. Ça veut dire que si tu viens sur un moment où tu as 2 heures et demie devant toi, que moi je suis ouverte sur les 2 heures et demie qui suivent et que j'ai des tables de libre,
tu peux totalement t'arrêter et venir. J'en ai vu quelques-uns qui font ça. Après, souvent, 2h30, ça se prévoit. Donc, il y a un système de réservation, soit on m'appelle, soit SMS, soit sur le site internet, soit sur Google. Et les personnes réservent un créneau classique de 2h30. Ils mettent, et en plus il y a les horaires disponibles, il y a les heures où si je suis complète, il n'y a plus, donc c'est plus pratique comme ça. Et moi, ça me permet aussi, quand ils réservent, de gérer ma journée. Là, je me dis, ok, aujourd'hui c'est une grosse journée, je me prépare psychologiquement et je prépare tout pour que ce soit carré. Quand j'ai moins de personnes, c'est plus chill, quoi. Donc, c'est comme ça le principe. Et quand tu viens, je t'installe, je te donne le menu d'activités. Dessus, il y a 8 ateliers possibles. Tu choisis ce que tu veux faire. Si vous venez à plusieurs, chacun peut choisir un atelier différent. Et le but, c'est de passer 2h30 à créer et repartir avec ce que vous avez fait, sauf pour la peinture sur céramique, où je dois émailler la pièce et la cuire. Donc après, il faut revenir la récupérer, quoi. Trop chouette. Et est-ce que tu peux avoir un format où les personnes viennent tous les mercredis ou c'est dans tous les cas à l'unité? Oui, c'est tous les cas pour n'importe quel créneau ou quoi, c'est à l'unité, c'est par personne et à l'unité parce que chaque atelier a un coût différent. Ça dépend de ce qu'on choisit, donc un forfait, c'est très compliqué à mettre en place pour ça. Donc, vu que les prix sont variables, donc c'est à l'unité. Et pour fixer tes prix, ça t'a été donné ou conseillé par Léal Créative du coup? Oui, on se met tous d'accord pour avoir les mêmes prix. Ah, vous avez tous les mêmes prix, OK. Oui, oui, pour que ce soit, c'est normal parce que Sabrina, elle a fait c'est elle aussi qui fait tous les calculs et qui sait comment faire correctement par rapport au prix de base. Et du coup, vu que tout est déjà calculé correctement pour que tout soit fait en règle et bien et logique et cohérent, on se calque dessus. Tout à l'heure, tu nous parlais du premier jour de maîtresse d'école que tu n'oublieras jamais avec ces enfants qui pleuraient de partout. C'est quoi ton premier jour au Hall Créative? Mon premier jour au Hall Créative, je sais pas si je parle des portes ouvertes ou vraiment du premier jour, mais pour les portes ouvertes, c'était très sympa. Ce que je retiens, c'est que j'ai répété la même chose toute la journée, au moins 70 fois. J'ai eu, je répétais vraiment le fonctionnement de la boutique. Donc, le fonctionnement de la boutique, je l'ai répété à chaque personne qui venait et je le fais encore aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de personnes qui s'arrêtent pour savoir ce que c'est, parce que c'est difficile pour les gars pensés de comprendre un peu le concept et tout. C'est un peu nouveau et ça vient un peu des grandes villes, donc c'est pas évident. Totalement. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui rentrent et qui me demandent, je viens me renseigner. Donc, je répète et répète et répète à longueur de journée, mais c'est un peu chronophage, mais en même temps, c'est obligatoire et je pense que c'est pour ça que les gens restent et sont contents. S'ils m'embêtent pas la vie, ça sert à rien, quoi. Ça fonctionnera pas. Donc voilà, mon premier jour, c'était super. J'ai rencontré plein de gens. Ça m'a permis de prendre des réservations. Et ça a démarré très bien. J'ai eu 2 semaines au départ où c'était vraiment les premières personnes qui ont vu le projet sur les réseaux depuis un moment et qui se sont dit ok, c'est bon, on va tester. Et après, le bouche à oreille et tout, ça a été incroyable. Ouais, c'est le succès que t'attendais, quoi. Ah non, mais c'était au-delà. Ah ouais? Bah, tant mieux. Ah oui, oui. C'est mieux dans ce sens-là. Ah, mais je ne m'y attendais pas du tout. Je suis trop contente. Il faut que ça persiste, il faut que ça continue, il faut que les gens aient envie de continuer toute l'année, qu'il n'y ait pas de période de creux en dehors des vacances, etc. Donc là, je verrai avec la rentrée et tout. Mais moi, mon but, c'est vraiment que ça change tout le temps, que ça bouge et que des personnes qui reviennent assez souvent voient toujours des nouveautés, se disent ah ok, là je veux ça, je veux faire ça la prochaine fois et tout, j'avais pas vu. Donc, c'est des Halles créatives, ils viennent, ils font leur création, mais est-ce que c'est aussi un système de coffee shop où tu vas servir des chocolats chauds, etc. Ou non, c'est... Oui, j'ai un espace café et c'est surtout pour accompagner les ateliers. J'ai pas trop envie de faire concurrence à mes copains qui sont à côté et qui ont des vrais bars cafés. Le but d'ici, c'est vraiment de pouvoir, je fais mon atelier, j'ai envie de prendre une bonne boisson chaude, réconfortante ou une boisson froide et dans ce cas-là, là, j'ai un café quoi pour ça. Ouais. Donc, souvent, les personnes aiment bien avoir leur petit moment réconfortant en même temps que leur atelier. Mais par contre, des personnes qui viennent de l'extérieur et disent je veux juste un café,
la plupart du temps, je leur dis, ben voilà, moi, je suis pas un café. S'ils connaissent pas le lieu, je vais leur dire oui pour une fois. Je leur dis, ben aujourd'hui, je vous dis oui pour que vous puissiez découvrir le lieu. Mais pour les prochaines fois, moi, je préfère que vous alliez chez mes copains à côté, quoi. Ouais, tu t'entends bien avec eux et C'est important. Ben, dès que j'ai ouvert, avant d'ouvrir, je suis allée me présenter à tout le monde. c'est Parce bien. que ben, Gap, c'est une petite ville, c'est un endroit où j'ai pas envie que des personnes se disent oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Je fais concurrence à personne, donc c'est vraiment rien à voir, tout est complémentaire. Et puis même, je suis nouvelle aussi un peu ici, donc pouvoir trouver des amis, pouvoir me dire ok ce matin, avant d'ouvrir, je vais aller prendre mon petit café à côté, c'est trop bien quoi. Ouais, c'est trop chouette. Ouais. Là, ça me fait trop plaisir de te voir aussi épanouie après toute la première partie, du podcast où tu nous racontes juste que tu as détesté. Enfin, C'est la vrai, c'est vrai. douleur, en tout cas. C'est vrai que c'est beau de te voir finir avec le sourire et tu à ta place, quoi. Ouais. Il faut juste que ça continue. Moi, je me projette pas non plus des masses. J'essaye d'être toujours. Là, je fais mon max aujourd'hui. Je fais mon max aujourd'hui. Je fais mon max aujourd'hui, etc. Tout en réfléchissant un peu à la suite, mais plus logistique. Mais je me prends pas la tête sur est-ce que ça va couler, quoi. Mais ça, est-ce que du coup, tu ne te prends pas la tête parce que c'est ta nature? Ou est-ce que tu essaies de te forcer à ne pas le faire? J'essaie de me forcer à ne pas le faire. D'accord. On est d'accord. Parce que c'est sûr, j'allais dire c'est quoi ton secret? Parce que je passe ma vie à essayer de lutter contre ma tête qui travaille trop, tu vois? Mais moi, c'est un combat permanent, mon crâne. Ce qui se passe dans mon crâne, c'est un Merci. combat quotidien. Vraiment. Je suis polluée. En vrai, je suis polluée par mon esprit. Mais c'est pas grave, faut réussir à passer outre et à avancer. Trop bien. Bon, on reconnaît l'optimisme dont tu parlais au début. Tant mieux. J'essaie de le retrouver au max. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, quelque chose sur lequel je t'ai pas amené et dont tu as envie de parler avant que je te pose la dernière question du podcast? Je crois pas, hein. On a fait un bon tour. J'ai beaucoup parlé. Je sais pas, tu trouves qu'il manque quelque chose ou ça va? Ah bah moi, je t'ai posé toutes les questions qui me passaient par la tête pour le coup. Bah nickel, Donc, alors c'est bon. moi, j'ai juste hâte de venir, tu vois. Bah, tant mieux, c'est trop bien. C'est un bonheur de pouvoir voir des gens que je connais qui viennent. C'est tellement satisfaisant de voir ma famille qui vient, de voir des amis, de voir des gens que j'ai pas vus depuis super longtemps et tout. C'est incroyable. Ah ouais, puis tu vois, j'ai pas trop eu, alors que pourtant, vraiment, pour le coup, j'ai aucune excuse, j'habite à Paris, quoi. J'ai pas eu l'occasion d'aller dans un café créatif encore. Ah, et pourtant, à Paris, il y en a certains. Mais Alors, il il y y en en a a beaucoup qui me littéralement disent un en que. bas de mon immeuble. C'est un Ah café oui! créatif. Enfin, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis, j'ai honte. Enfin, Non, c'est vraiment quelque chose à faire, Mmh. mais j'en ai beaucoup qui viennent et qui me disent, OK, il faut que je prenne le temps, j'arrive pas à le prendre. Mmh. Mais parce qu'on est assez, quand on est à fond, on n'est pas du tout dans l'égocentrisme et dans le côté, OK, il faut que je prenne du temps pour moi, on n'y arrive pas. Mmh. Surtout quand on fait un travail assez passionnant et qu'on n'a pas tout le temps besoin de ça, on n'a pas l'impression d'avoir besoin de ça, quoi. Ouais, ouais, franchement, mais je te dis, j'ai même pas d'excuses parce que juste, évidemment qu'il faut que je le fasse, tu vois? Ouais, bien sûr. Mais du coup, je vais le faire à Paris et surtout, j'ai très hâte de le faire à Gap, du coup. Ouais, trop cool. Bah, la toute dernière question traditionnelle du podcast, c'est, si, la Vanessa d'aujourd'hui qui est assise, alors en face de moi en visio dans sa boutique qu'elle a montée toute seule, pouvait parler à, la Vanessa que j'ai connue enfant à Digne, qu'est-ce qu'elle lui dirait? Oh, waouh, ça c'est une question profonde. J'ai toujours vu des interviews où il posait cette question, je me suis toujours dit qu'est-ce que je répondrais et je n'ai jamais réfléchi réellement à la question. Et ben voilà! Je lui dirais que ça va pas être toujours facile, mais que tu dois te faire confiance parce que tu as un mental assez solide et que plein d'expériences vont te former et te forger. Et même s'il y en a certaines qui étaient assez négatives tout au long de ta vie, eh ben, tu vas toujours réussir à en garder quelque chose de instructif et qui te permettra d'avancer. Et c'est ça qui t'a construit aujourd'hui, c'est aussi toute cette négativité.
Et voilà, de se rapprocher toujours des bonnes personnes et voilà, de se faire confiance parce que ça ira et qu'à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle je te parle, ça va et que c'est Trop, assez cool et assez fou. Donc pour le moment, ça va. trop chouette. Ah bah, je suis Voilà, je pense que trop je dirais ça. contente. Merci beaucoup d'être venue raconter ton parcours, ça me fait trop Mais plaisir. avec plaisir, merci à toi de m'avoir invitée. C'est quelque chose d'inédit pour moi, je fais pas ça du tout et très hâte de voir ce que ça rend, à l'audio. Trop hâte aussi. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.